Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries de 28. Donc les amis, nous arrivons à la deuxième vidéo du chapitre les chardonnerets en mutation. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous conseille de retourner la voir. On a appris à distinguer et à différencier, identifier plutôt les 4 sous-espèces des chardonnerets qu'on appelle élégants. Donc on a ciblé quelques points du standard pour pouvoir les distinguer. Et aujourd'hui, nous allons regarder en fait quelques mutations qui sont liées en fait au phénotype sauvage ou bien au chardonneret classique tout simplement, celui qu'on appelle le classique, le sauvage, couleur sauvage ou couleur ancestrale. Donc on va démarrer cette première vidéo avec toutes les mutations associées au chardonneret classique. Et la prochaine vidéo, ça va être toutes les mutations liées au brun. Et la dernière vidéo de la série, ça concernera toutes les mutations liées au noir, à la mélanine noire et ses dilutions. Et après, je verrai si je rajouterai une dernière vidéo pour tout ce qui est aberration et mutations qui ne sont pas encore connues. D'accord? Donc les amis, le premier phénotype, ça va être le classique ou l'ancestral. Donc l'ancestral, on sait distinguer la couleur du fond qui est majoritairement blanche. Donc toutes les couleurs blanches que vous voyez sur ce chardonneret, en fait, c'est une couleur de fond. Aussi, on remarque des couleurs jaunes au niveau des miroirs. Au niveau des ailes, en fait, ça aussi, c'est une couleur de fond qui ne change pas. Même chez le panaché, cette couleur jaune, il la garde de chardonneret parce que la panachure, elle efface la mélanine et elle fait apparaître la couleur du fond. La couleur du fond, elle est jaune et blanche chez le chardonneret. Chez les canaris, on a vu que les couleurs de fond, c'est blanc, jaune et rouge. D'accord ? Donc ensuite, la couleur ancestrale, les amis, elle est aussi caractérisée par 2 types de mélanine. Donc le phaomélanine qui est brun, qui doit exister dans la périphérie des plumes, et le mélanine qui peut être noir ou brun. Chez le classique, en fait, il a les deux. Il a les 2 types de mélanine, brun et noir dans ses plumes, et en plus de ça, il a le phaomélanine. C'est ce qui fait que les classiques, ils ont souvent du brun sur le dos, du brun sur le ventre. En fait, ça, c'est le phaomélanine. C'est ce qui fait que leur rémige et leur rectrice, c'est-à-dire les ailes, la calotte et la queue, elle est noire. En fait, c'est un mélange entre le brun et le noir, c'est le mélanine, les amis. D'accord? Donc ensuite, les amis, la première mutation du classique, en fait, il s'agit de la mutation pastel, donc qui fera atténuer les couleurs. Donc quand on dit pastel normal, en fait, c'est un classique qui est plus clair. Ce qu'il faut retenir dans les mots pastel, dans les mutations chez les chardonnerets ou les autres oiseaux, quand on dit pastel, ça veut dire plus clair. Quand on dit simplement pastel, ça veut dire c'est un classique qui est plus clair. En fait, il faut considérer ça comme étant en fait un écran de télévision, d'ordinateur avec des pixels. Le classique, c'est là où il y a le plus de pixels, donc il y a une concentration de charge de mélanine, et le pastel, c'est là où il y a moins de pixels, donc il devient un peu flou. Les couleurs du pastel deviennent un peu floues, mais par contre, le pastel, il a les mêmes cellules actives que le classique, à savoir le phaomélanine, le phaomélanine brun et le mélanine noir et brun. Voilà, donc le pastel, en fait, il s'agit du classique, une pasteurisation de le mélanine. En fait, il garde le phaomélanine. Par contre, le mélanine noir et brun, elle devient un peu plus claire. Donc, c'est la première mutation liée à la couleur ancestrale. Donc, du coup, je vous affiche en fait une différence entre le classique et le pastel normal. Donc, vous voyez très bien que au niveau du phaomélanine, c'est-à-dire le dos, ils ont plus ou moins la même couleur. Par contre, c'est au niveau de le mélanine, donc chez le classique qui était noir bien chargé, il va passer en fait à un noir un peu grisâtre. C'est ce qu'on appelle la pasteurisation en fait de le mélanine. D'accord? Donc la mutation pastel, c'est une mutation liée au sexe. Ça veut dire le mâle, il peut la porter 2 fois et la femelle ne pourra la porter qu'une seule fois. Ça veut dire pour une femelle pastel, elle a une seule fois la mutation du père. Souvent, c'est celle du père. Et le mâle, quand il est pastel, en fait, il la porte 2 fois. Il porte la pastélisation du père et la pasteurisation de la femelle, les amis.
Donc ensuite, les amis, il y a souvent les gens qui parlent des doubles pastels. En fait, le double pastel, il existe bien chez les mâles, mais uniquement chez le mâle. Quand on en dit un mâle qui est double pastel, ça veut dire un mâle qui vient en fait de parents tous les deux pastels. Mais ça ne se traduit pas systématiquement par des ailes argentées, celui qui ressemble un peu au faux. Ça, c'est faux, les amis. Un mâle simple pastel, il peut des fois, la pastélisation est maximale. Donc pour parler de pastélisation, en fait, on parle de 20 à 80% de eumélanine en fait qui seront pasteurisés. Et donc du coup, quand on est dans le cas d'une pasteurisation maximale de mélanine, ça veut dire autour de 75 et 80% de mélanine qui devient plus claire, en fait, on va parler des ailes argentées. Donc il faut juste retenir que les ailes argentées, ça ne veut pas dire systématiquement des mâles double pastel, sinon on n'aura jamais des femelles avec des ailes argentées, chose que moi j'ai eu plusieurs fois dans mon élevage. Donc les ailes argentées, en fait, c'est un phénomène chez les pastels. Ils peuvent être simple pastel ou double pastel pour les mâles, parce que ça n'existe pas des femelles double pastel. La femelle, elle porte la mutation pastel une seule fois et systématiquement c'est celle du papa qui lui a donné. Et pareil, il y a certains ailes argentées en fait qui ne viennent que par exemple d'une des deux mutations des parents. Il y en a qu'un seul qui lui a donné en fait la mutation pastel, ce qui fait que l'oiseau, la femelle elle est pastel, mais elle a quand même des ailes argentées. Donc bien distinguer, le double pastel ne veut pas dire que les ailes argentées. Les ailes argentées ne veut pas dire systématiquement qu'ils portent deux fois la mutation pastel. Donc ensuite les amis, on arrive à la deuxième mutation du classique qui est en fait la mutation jaune ou Soltani, mais toujours dans un phénotype classique, c'est-à-dire c'est le classique qui devient jaune. Comme je l'ai déjà expliqué, en fait, le jaune chez le chardonneret, c'est une couleur de fond, c'est pas une couleur liée à la mélanine. Ça veut dire le chardonneret sans la mélanine, il est déjà jaune. Et en plus de ça, il y a le mélanine, le phaomélanine du classique qui sont installés au-dessus. Donc ça n'est pas une mutation liée à la mélanine, mais c'est une mutation liée à la couleur du fond, comme l'hypochrome jaune chez le canari. Pourquoi le canari il est jaune? Parce que sa couleur de fond elle est jaune. C'est exactement la même chose. Et là, plus particulièrement, en fait, c'est un classique, c'est un phénotype ancestral dont la couleur du fond elle est majoritairement jaune. Contrairement à la première photo où je vous ai montré, il y avait majoritairement du blanc et uniquement du jaune sur les ailes. Il se trouve que certains chardonnerets, ils ont plus de jaune que de blanc. C'est ce qu'on appelle les mutations jaunes. Et comme c'est une couleur de fond, elle va épouser en fait toutes les mutations. Elle va croiser toutes les mutations liées à la mélanine dans l'ancestral. Donc la couleur classique plus le jaune, ça va donner le Soltani ou la mutation jaune. Et ici particulièrement, je vous ai mis deux mutations en chardonneret. La couleur jaune à gauche, mais sur un phénotype sauvage, et la couleur jaune à droite, mais sur une mutation agate qu'on va voir dans la troisième vidéo. Donc l'agate, les amis, c'est une couleur noire. Il n'y a pas de brun dedans. Donc moi, je vois passer sur Facebook des photos où des gens vendent soi-disant des agates jaunes. L'agate n'a pas de brun, les amis. Les femelles agates, elles ont légèrement quelques phaomélanines qui apparaissent, mais le mâle agate, il n'a pas de brun, c'est zéro brun. Ils ont que le mélanine noir. Donc du moment où vous voyez du brun sur des mâles jaunes, c'est plus de l'agate en jaune, les amis. C'est forcément soit de l'ancestral, soit du brun, ou soit du pastel en couleur de fond qui est jaune. Donc à retenir, la couleur jaune, la mutation jaune chez le chardonneret, elle est liée à la couleur du fond, non pas à la mélanine. Et elle épouse toutes les mutations liées à la mélanine. Le brun pastel, l'agate, l'humo, satiné, opale, voilà, elle va épouser toutes les autres mutations parce que c'est une couleur de fond comme chez le canari, le lipochrome jaune qui épousera aussi toutes les autres mutations liées à la mélanine, le satiné, le faux, etc. Donc voilà en ce qui concerne en fait une mutation. Donc la mutation jaune, c'est une mutation dominante, ça veut dire vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux parents jaunes pour avoir du jaune dans vos jeunes, il suffit juste d'avoir un seul jaune. Et la mutation dominante, en fait, elle va exister en simple facteur et en double facteur. Donc ça, on l'a déjà on l'a déjà étudié en fait dans une vidéo technique, le simple facteur, le double facteur. L'avantage en fait du double facteur, c'est qu'il va donner tous les jaunes, peu importe avec qui vous allez le croiser, il va donner 100% des jeunes jaunes. Mais le problème, c'est un double facteur sur une mutation dominante, en fait, ça génère souvent des problèmes.
Le simple facteur, en fait, lui, il va donner que 50% des jeunes. Ça veut dire que le jeune, soit il est jaune, soit il est pas porteur de jaune. Donc ça n'existe pas. Dans les mutations dominantes, le jaune n'existe pas en porteur. Il n'y a pas une femelle porteuse de jaune ou un mâle porteur de jaune. Soit ils sont jaunes, soit ils n'ont pas reçu en fait le gène jaune des parents. Donc voilà. Donc ensuite les amis, après le pastel et le jaune, les amis, on va attaquer un gros chapitre qui est les panachures. Donc les panachures aussi existent sur les phénotypes sauvages ou ancestrales. Il y a plusieurs niveaux ou degrés en fait de manifestation du gène en fait de la panachure. Donc on va regarder un peu, on va détailler chacun des degrés. Il y a un degré en fait qui n'est pas vraiment une panachure pure et dure, mais c'est plutôt en fait une récessive, une mutation récessive, parce que la panachure, comme vous le savez, en fait c'est une mutation dominante. Sauf que là en fait il s'agit d'une panachure qui va cibler la calotte qu'on appelle la tête blanche. En fait c'est un gène qui va effacer la trace noire du casque noir chez les mâles et les femelles. Chez les femelles il va laisser à la place une petite empreinte, soit brune, soit grise, et chez le mâle, il va laisser en fait une petite empreinte un peu rouge, c'est la caroténoïde qui va s'y installer. Plus exactement, en fait, c'est la cantaxanthine. Voilà, mais faites attention, on parle d'une panachure qui va cibler uniquement la calotte, et elle ne va pas cibler les autres parties du corps, et elle n'est pas une mutation dominante, elle est récessive. Ça veut dire les mâles sont porteurs et sont tête blanche, les femelles elles sont porteuses et tête blanche. Il faut que les deux parents donnent ce gène-là pour que le jeune concerné en fait il soit tête blanche. Donc vous avez compris, la mutation tête blanche existe, c'est le classique. Donc on peut dire un classique tête blanche, ça veut dire un classique qui n'a pas la calotte noire elle est absente. Par contre ce gène là de tête blanche, il ne sera pas tout seul, il sera souvent accompagné en fait d'une capacité beaucoup plus supérieure à produire la caroténoïde, soit jaune soit rouge, et surtout à la fixer. C'est pour ça les têtes blanches, ils ont souvent la poitrine rouge ou jaune, ils ont souvent en fait on dit le double rouge derrière la calotte, et ils ont aussi les ailes qui sont, les épaules plutôt, les tétrices, elles sont jaunes ou rouges. En fait, pour que vous puissiez en fait comparer cette mutation avec les canaris, c'est l'équivalent plus ou moins de ce qu'on appelle le mosaïque avec des points d'élection. Donc ici les points d'élection c'est l'absence de la caroténoïde et qu'elle soit remplacée par une empreinte brune ou grise chez les femelles et rouge chez les mâles, la poitrine rouge ou jaune et les tétrices qui sont rouges ou jaunes. Attention, trop de colorant ça va impacter les miroirs, donc le jaune des miroirs va passer à une couleur un peu orangée. Donc ici je vous ai mis une première photo de un de mes jeunes de 2020, donc on reconnaît les mâles avec le masque en dessous du collier, au-dessus du collier, pardon, le masque qui est un peu carré, donc vous voyez très bien les pointes, l'angle carré à droite et à gauche en bas du masque. Ensuite, la femelle, le masque il est un peu arrondi, donc il n'y a plus l'histoire du coin, elle est moins colorée sur le ventre. Et les femelles tête blanche en général, elles ont le masque un peu arrondi. Je dis bien en général, on n'est jamais garanti avec les mutations. Donc ensuite les amis, là on va vraiment rentrer dans les vraies panachures, ça veut dire les gènes qui sont dominants. Donc la tête blanche, je vous ai expliqué, c'est pas un gène dominant, c'est une sorte de panachure mais qui va cibler directement la calotte et la capacité à fixer en fait la caroténoïde. Donc maintenant je vais parler de la bavette. Donc la mutation bavette chez le classique, en fait c'est une espèce de panachure, mais vraiment le minimum, le degré minimum de la panachure. Ça veut dire la panachure elle a du mal à s'exprimer, ça va commencer sur le masque avec une petite bavette en fait qui va pas couper le masque en deux. Elle va pas séparer la partie droite du masque et la partie gauche. Elle va juste franchir en fait la partie rouge, mais sans couper vraiment le masque en deux. Ça veut dire sans toucher la partie blanche du collier. Donc là, on parle d'une bavette. Donc souvent les gens en fait ils mélangent fève, bavette, gorge blanche, fasciato, etc. On va y venir. Donc la bavette, à savoir la bavette c'est un petit point ou une petite tache en fait qui ne va jamais couper le masque. Ça veut dire elle va jamais
arriver jusqu'au collier blanc. Ça peut être sur le côté, ça peut être directement pile poil sur le montant en dessous du bec, mais elle ne va jamais franchir le collier qui est blanc. Donc ça, c'est un degré de la panachure. Après, il faut pas mélanger ce qui est aberration. Des fois, certains oiseaux, ils passent une mauvaise mue, où ils sont en carence, ils vont développer cette bavette. À savoir que quand vous avez des bavettes sans que les parents soient panachés, c'est que c'est des aberrations, c'est pas de la panachure. C'est pour ça, quand vous achetez des bavettes, des févés, des gorges blanches un peu moins. Mais les févés et les bavettes, ça peut arriver dans des mauvaises conditions de mue chez les oiseaux sans qu'ils soient porteurs de panachure. Donc, pour être sûr que vous achetez une bavette pure panachure ou une fève pure panachure, il faut toujours réclamer les parents pour vérifier que les parents sont vraiment ils ont vraiment de la panachure et ils ont transmis ça aux jeunes. Parce que sinon, vous allez acheter en fait ce qu'on appelle des aberrations. Donc ensuite les amis, on arrive à la fève ou les chardonnays en mutation févée. En fait c'est exactement la même chose que la bavette, sauf que cette fois-ci en fait la tache blanche elle a franchi le rouge, elle a coupé le masque partie inférieure en deux parties, droite et gauche, et elle est arrivée jusqu'au collier qui est blanc. Donc là on parle bien d'une fève, ça veut dire c'est un trait, il peut être fin, il peut être étroit, mais du moment où il coupe le masque du bec jusqu'au collier avec une tache blanche bien marquée, et on sait distinguer la partie droite du masque, la partie gauche. En fait, il s'agit d'une fève. Là, on commence vraiment à rentrer dans des gènes ou dans des degrés un peu plus forts de la panachure. Aussi, la fève, elle pourra être concernée par une carence en vitamines, en carence en caroténoïdes. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, la mélanine, c'est une protéine fabriquée par le corps, et la caroténoïde aussi, c'est une protéine fabriquée par le corps. Il suffit que l'oiseau, pendant la mue, il n'a pas assez d'acides aminés en fait pour régénérer la mélanine ou régénérer la caroténoïde ici. Il s'agit du rouge, donc la contaxanthine. Et puis, dans ce cas-là, en fait, les plumes, elles seront décolorées. Mais l'année suivante, il passe sa mue dans de bonnes conditions, là, il pourra refaire son casque rouge, donc son masque rouge, pardon. Donc, quand vous achetez des févés ou des bavettes, vérifiez toujours les parents de l'oiseau en question pour être sûr qu'il s'agit de la panachure et non pas des aberrations, les amis. Donc ensuite les amis, là vraiment on commence à monter dans les degrés de la panachure. Il s'agit de la gorge blanche. Donc comme vous l'imaginez, la gorge blanche elle est bien large. Donc on est passé de la bavette à la fève en franchissant en fait le collier blanc, et maintenant on a une grosse ouverture sur le collier blanc avec le masque rouge qui va descendre en dessous du bec quand même. Donc ça c'est un repère aussi. Pourquoi? Parce que je vais parler du fasciato. Donc la différence entre le fasciato et la gorge blanche, c'est que la gorge blanche c'est une gorge large, ça veut dire on a une grosse ouverture libre sur le collier blanc, sauf que le masque il descend en dessous du bec. D'accord? Et donc là, on rentre vraiment dans des degrés de panachure qui sont puissants et qui sont transmissibles sans problème aux générations suivantes. Donc ici, il s'agit d'un jeune de 2020, pareil, donc père fasciato, donc il a donné un jeune mâle gorge blanche que j'ai reproduit aussi en 2021, si vous vous rappelez, avec la brune jaune. Donc ensuite les amis, encore un degré au-dessus de la gorge blanche, en fait c'est le masque qui s'arrête pile poil au niveau des yeux, voire limite le bec. Donc quand le masque ne descend pas, c'est une gorge large et le masque ne descend jamais en dessous des yeux, voire le bec, c'est ce qu'on appelle la mutation fasciato. Donc c'est encore un degré plus fort que le gorge blanche, et souvent à partir de là, à partir de ce degré-là de panachure, ce qu'on appelle le fasciato, la gorge n'est pas accompagnée, n'est pas toute seule, elle est accompagnée avec des plumes qui sont blanches sur les ailes, des plumes qui sont blanches sur le corps et un dos qui est très moucheté, très écaillé. Donc là aussi, c'est un degré très élevé de la panachure. Donc ici, il s'agit en fait du père de la gorge blanche que je vous ai montré. Et voilà, donc celui-ci, ça fait depuis 2018, je travaille avec. Il m'a même donné aussi l'année dernière, si vous vous rappelez, le chardonnay blanc aux yeux rouges. Donc voilà, il m'a donné des févés, il m'a donné des bavettes, des gorges blanches, il me donne tous les ans des fasciatos. Et l'année dernière, il m'a donné aussi un chardonnay blanc, panaché blanc aux yeux rouges, et je vais aussi en parler.
Donc ensuite les amis, après le Fasciato, on retrouve le Scarpati, ou en italien ça se prononce le Charpati. En fait c'est un modèle qui n'est pas parfait de la tête d'aigle, c'est-à-dire logiquement il descend d'un tête d'aigle mais avec des imperfections, type il reste quelques miettes ou quelques taches noires de la calotte qui ne se sont pas effacées, ou quelques taches du masque rouge qui ne se sont pas effacées. Et donc c'est juste le degré avant la tête d'aigle. Et donc ici, il s'agit en fait de la petite femelle de 2019 en fait, qui est descendue de ma femelle tête d'aigle qui est sur la photo de la chaîne, donc que j'ai perdue l'année dernière. Et donc du coup là, j'ai 3 filles à elle, une classique tête blanche, une Humo Fasciato, tête blanche, et la Scarpati en fait que j'ai pas décidé de reproduire, donc je l'ai gardé de côté. Donc ensuite les amis, c'est la mutation toujours en panachure tête d'aigle. Donc là c'est une mutation vraiment esthétique où la panachure va cibler en fait tout la calotte et toute la caroténoïde rouge. Donc elle va effacer le casque noir et le masque rouge, donc ce qui va donner à l'oiseau l'aspect d'un aigle royal. C'est d'où le nom de la mutation tête d'aigle. Même en anglais c'est la traduction littéraire de tête d'aigle. Ici en fait j'ai des photos, mais mes têtes d'aigle depuis tous les têtes d'aigle qui sont nées chez moi ou que j'avais en fait ne sont pas vraiment parfaits. Là j'ai trouvé sur internet cette photo. En fait c'est le tête d'aigle le plus cher, à savoir que le tête d'aigle aussi il a ses prix. Quand c'est juste la tête qui est tête d'aigle, ça peut commencer 700, 800, 900 balles, mais quand c'est comme cette photo là, ça veut dire les ailes à droite, à gauche sont blanches, la queue elle est blanche et la tête d'aigle elle est blanche, et le manteau plumaire il est classique ou il est foncé. Cette mutation-là, elle peut aller jusqu'à 1700 € les amis. Et donc, c'est les têtes d'aigle les plus recherchées. Donc, les prix des têtes d'aigle sont encadrés, en fait, par les gens qui s'y connaissent. C'est pas parce que c'est un tête d'aigle qui va coûter 1000 balles. Il y a des têtes d'aigle qui vont coûter 700 €. Il y a des têtes d'aigle comme celui de la photo qui peut aller jusqu'à 1700 € parce que c'est le tête d'aigle parfait. Il lui reste quelques petites miettes de rouge parce que c'est une femelle. Les femelles, il leur reste toujours des petites miettes de la caroténoïde autour du bec. Mais ce modèle-là, une femelle de cette qualité-là, elle peut coûter 1700 €. Et si c'était un mâle, elle aurait 0 trace de rouge. Donc c'est juste un modèle parfait. Les ailes toutes blanches, la queue toute blanche. Et on distingue bien le collier blanc et toute la tête blanche. Le reste, il doit être sombre. Moi, malheureusement, les photos que j'ai, en fait, j'ai pas de tête d'aigle en classique. Tous les têtes d'aigle que j'ai que j'ai acheté, ils étaient en Humo. Donc du coup, on casse pas cette couleur de classique avec le blanc de la tête d'aigle. C'est pour ça que j'ai préféré de vous mettre cette photo là et vous expliquer aussi que les prix des têtes d'aigle, c'est pas au hasard. C'est pas, moi j'ai vu des gens mettre des têtes d'aigle en fait à 1000 € alors qu'ils ont plein de défauts. Voilà, un modèle parfait. En femelle, c'est celui de la photo, et en mâle, en fait, c'est qu'elle aura pas les petites miettes rouges autour du bec. Donc après les têtes d'aigle les amis, il s'agit en fait du dernier niveau de la panachure, ça veut dire une panachure presque intégrale, 99% du corps recouvert par la panachure. Donc il s'agit du chardonneret blanc, il peut avoir les yeux noirs comme il peut avoir les yeux rouges. Donc les yeux rouges comme celui que j'ai eu, donc vous pouvez retourner voir le suivi d'élevage 2021. Mon Fasciato m'a donné un blanc aux yeux rouges, donc ça c'est des oiseaux qui sont extrêmement fragiles. Donc c'est pour ça il faut privilégier les panachés blancs aux yeux noirs pour éviter des problèmes de vue ou des problèmes de fragilité. Donc ici nous sommes devant un chardonneret qui est couvert de panachure, ça veut dire toutes les couleurs qu'on voit sur lui, ce sont les couleurs de fond. Donc on retrouve les miroirs jaunes. Donc si les miroirs jaunes n'étaient pas une couleur de fond, en fait ils auraient dû être effacés avec la panachure, or que non, alors que le masque il a dû être effacé. Il y a des gens aussi qui mélangent l'albino et le chardonneret blanc. Le chardonneret blanc c'est un panaché, donc il peut perdre des traces, ou il a des traces blanches
blanche en plein milieu de sa calotte ou en plein milieu du masque. Donc là, en l'occurrence, le masque, il a gardé quelques miettes, mais chez l'albino, non, l'albino, on voit bien que le masque est bien tracé. Le chardonneret albino, il n'a pas de calotte, par contre, il a un masque complet, et souvent les albinos, ils ont du jaune un peu sur la poitrine. Donc voilà, il faut distinguer le chardonneret blanc aux yeux noirs et aux yeux rouges. Tous les deux, ils sont issus de panachés. Ils ont tous les deux les panachures. Sauf que le chardonneret blanc aux yeux rouges, il a aussi de la panachure dans la mélanine des yeux, ce qui fait qu'on voit les vaisseaux sanguins, et c'est ce qui donne aux yeux l'aspect rouge. Mais par contre, il faut privilégier, si vous voulez travailler, moi personnellement, j'évite les blancs parce qu'à chaque fois, j'ai voulu travailler avec mes jeunes blancs, ils n'ont rien fait, donc du coup je les vends tous les ans. Quand j'ai des chardonnerets blancs yeux rouges aux yeux noirs, en fait je les vends. Il y a toujours des gens qui veulent en faire des oiseaux chanteurs, des amis à moi, ils les prennent, mais il vaut mieux éviter. Si vous voulez faire de la reproduction, évitez les blancs aux yeux rouges, favorisez plutôt les blancs aux yeux noirs. Et aussi, pour pas se faire avoir, si quelqu'un veut vous vendre l'albino, méfiez-vous, l'albino il doit avoir son masque rouge bien tracé et complet, pas une seule tache de blanc en plein milieu du masque. C'est comme ça que vous allez reconnaître l'albino du panaché blanc aux yeux rouges. Aussi, l'albino, il a souvent en fait des taches de jaune. C'est comme la tête blanche en fait, qui est accompagnée d'une capacité maximale à produire, à fixer la caroténoïde. Bah, c'est pareil chez l'albino. En fait, il a aussi ce gène-là qui est puissant, ce qui fait qu'il aura souvent des taches jaunes ou rouges sur la poitrine. Donc ça, c'est juste pour un peu clarifier la situation sur les blancs aux yeux noirs, aux yeux rouges et l'albino. Donc les amis, ici il s'agit d'une photo de mon ami José. Donc José, un éleveur dans la région parisienne. Donc j'ai trouvé que la photo elle est très belle. Donc un papa qui nourrit le petit. Donc ensuite les amis, on va sortir du chapitre de la panachure, comme ça on aura tout balayé. Donc ensuite, une des mutations aussi qui est liée à la couleur ancestrale, il s'agit de l'opale classique. Et oui, c'est pas parce que vous voyez que l'oiseau il est clair, vous allez dire qu'il n'a rien à voir avec le classique. Ici, il s'agit d'un classique en fait sur une mutation opale. Donc le gris, il va presque disparaître, mais par contre, il est toujours présent parce que je vais vous montrer aussi chez le brun. Le brun, il existe aussi en opale. Par contre, le noir, via cette mutation, le noir sera transformé en fait à un gris un peu bleuté. Et je vous ai déjà expliqué dans les cours techniques que la couleur bleue, ce bleu de profondeur, il vient du fait que le dessus de la plume est beaucoup plus clair que le dessous de la plume. Et donc du coup, l'effet de profondeur bleue qu'on voit, en fait, c'est la couleur de la sous-plume et non pas la couleur de le dessus de la plume. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, un phénomène. Ce que vous voyez à un écran, en fait, c'est un classique opale, parce qu'on va voir aussi chez l'agate, il va y avoir aussi de l'opale. Chez le brun, il va y avoir aussi de l'opale. Donc voilà, donc c'est une mutation récessive. Ça veut dire le mâle, il peut la porter, la femelle aussi, elle peut la porter. Et il faut minimum 2 gènes au jeune pour que le jeune il puisse être opale. Donc il faut que la maman et le papa lui donnent un gène de chaque pour que le jeune soit opale. Et ici, je ne sais plus si c'est un jeune de 2019 ou un jeune de 2020. Non, 2021, j'en ai pas fait. Donc ça doit être soit 2020, soit 2019, je ne sais plus. Mais c'était ma première génération d'opale, donc très gros gabarit. Donc enfin les amis, ça c'est la dernière mutation qui est attachée à l'ancestral ou le classique. Il s'agit de la mutation perlée. Donc la mutation perlée qui va exister sous 2 déclinaisons. Donc le pur perlé qui est une mutation récessive comme sur la photo. Donc ça va se traduire par le mélanine qui sera tacheté. C'est un peu le même principe que le double pastel ou le pastel à aile argentée. Mais ça sera uniquement sur la partie eumélanine. Donc on va voir des espèces en fait de taches un peu grisâtres en plein milieu des plumes noires. Et il faut pas confondre avec le perlato. Donc c'est là où les gens ils ont créé en fait une diversité. Le perlato, c'est une mutation panachée, donc c'est une mutation
dominante qui va se traduire par les taches blanches, les perles, ce qu'on appelle les perles sur la queue et les perles sur les ailes. En fait, c'est les petits rangs blancs en fait qui se rendent grands, ce qui fait que ils ont donné en fait cette appellation à des panachés classiques. En fait, c'est des classiques qui descendent de la panachure avec les perles plus grosses, et ce qui fait que quand les ailes ils sont dépliées, ils sont pliés, pardon, en fait, on voit en fait les perles. Donc ici, j'ai pas pu trouver une photo, mais ici, par exemple, c'est une photo d'un perlé, mais on dirait que c'est un perlato. Donc le mot perlato, c'était l'ancien perlé en italien, mais comme je vous ai expliqué, les gens ici en France ou même en Belgique, en fait, ils ont créé cette diversité à partir du panaché. Il y a certains classiques, moi j'en ai certains classiques en fait qui descendent des panachés, ils ont les perles plus grandes, ce qui fait que quand vous les tenez comme ça, vous allez voir un classique mais avec des trous blancs sur la queue, bien alignés, et des trous blancs sur les rémiges aussi bien alignés. Mais normalement, en fait, ça vaut rien. À vrai dire, le perlato, le nouveau mot perlato ne vaut rien du tout. C'est vraiment pas de la panachure, c'est juste un classique qui a gardé des perles un peu plus grandes, mais il donnera pas de panaché. Mais bon, encore une fois, les gens pour le commerce, machin, ils créent des mots, et donc ne méfiez-vous. Le vrai perlé, c'est une mutation qui n'est pas dominante, c'est une mutation récessive, telle que l'opale, telle que la tête blanche, et ça se traduit par des taches un peu grisâtres sur le mélanine. Et pour mieux la voir, il faudra prendre les plus grosses plumes des ailes et de la queue pour pouvoir la voir. Donc à pas confondre avec le pastel à ailes argentées, et à pas confondre aussi avec le FAO, les amis. Donc le pastel, on en a parlé, le FAO il fera partie de la prochaine vidéo avec tout le pilier brun. Donc la prochaine vidéo, les amis, on va parler de toutes les mutations brunes et leur combinaison. Les amis, c'était Canaries du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.